Je pense que c'est difficile de faire un point sur sa vie pro parce qu'on a peut-être peur des réponses. Parce qu'on a l'impression qu'on va peut-être ouvrir la boîte de Pandore et qu'une fois qu'on va être devant les réponses, il va falloir prendre des décisions et que ça risque de mettre en branle un petit peu son équilibre et que c'est pas forcément très agréable d'en passer par là. C'est la peur de l'inconnu, tu dirais. La peur de l'inconnu, et puis la peur de faire bouger trop de choses. Le boulot, c'est pas quelque chose qu'on peut faire bouger sans faire bouger plein d'autres choses autour. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par ce podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des témoignages optimistes et réalistes pour accompagner votre nouveau départ. Régulièrement dans Ciao Paris et demain, je vous emmène rencontrer des spécialistes qui ont tous changé de vie. Qu'ils soient psy, sociologues ou coach, c'est très important pour moi qu'ils aient vécu ce changement parce qu'ils pourront à la fois témoigner de leur histoire et de leur expertise pour nous aider à prendre de la hauteur face aux montagnes russes émotionnelles du déménagement. Quand on déménage, c'est souvent l'occasion de faire un point sur son job. Et selon une étude menée par Hello Work en 2022, reconversion et déménagement vont de pair pour un tiers des personnes interrogées. J'ai trouvé ça énorme. Alors pour vous aider à y voir plus clair sur ce double changement, je sais que vous êtes très nombreuses et nombreux à le vivre, je suis avec Nadège Gomila, qui a quitté Paris pour Périgueux, où elle a fondé Blumencia, un programme collectif qui vous aide à redessiner votre vie pro. Dans cet épisode, on parle des bonnes questions à se poser pour interroger ses objectifs pro, d'écouter ses peurs pour avancer avec confiance et du besoin de ne pas mettre la barre trop haut, histoire de ne pas se décourager. Alors avant d'aller rencontrer Nadège, je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour vous annoncer une autre surprise. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Nadège. Bonjour Valérie. Comment ça va ? Ça va super, je suis ravie d'être là. Ouais, moi aussi, je suis vraiment contente. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de mettre en place ce genre de... Voilà, de refaire ce genre d'épisode. J'en avais déjà fait un avec Fabienne Kramer, justement sur les bonnes questions à se poser avant de partir. Et c'est vrai que la vie pro, c'est un peu une question centrale quand tu changes de région ou de ville. Donc voilà, je suis vraiment très contente aujourd'hui qu'on puisse aborder cette question et donner un peu des clés justement sur quand on bouge et qu'on a envie de se reconvertir. Quelles sont les bonnes questions à se poser, quels sont les bons réflexes à avoir, et puis voilà, on en profitera aussi pour, au fil de ces conseils, parler de ton expérience à toi. Et d'ailleurs, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors moi, je suis née en France, du côté de Paris, mais assez vite, grâce au travail de mes parents et notamment du travail de mon papa, on a été amenés à déménager et à vivre à l'étranger. Et donc en fait, moi j'ai quitté la France quand j'avais 5 ans et je suis revenue quand j'avais 18 ans pour faire mes études. Et au milieu de tout ça, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays différents. On a fait 6 ans en Espagne, on a fait 3 ans au Maroc, 4 ans en Argentine. Et j'ai passé mon bac en Argentine. Classe. Ensuite, j'ai commencé mes études, donc j'ai fait Sciences Po Paris pendant 5 ans, avec une idée fixe en tête dès le début et depuis très très jeune, qui était de travailler dans les parfums et cosmétiques. Donc en fait, j'ai fait tout pour. C'était ton rêve ? C'était mon rêve, je ne sais pas vraiment l'expliquer. Parce que j'ai personne dans ma famille qui était dans ce secteur-là, mais alors moi j'étais obsédée par ça. Et t'es toujours fan de parfum ? Toujours, encore aujourd'hui. J'arrive pas, comme on est en visio, je peux pas dire si tu sens bon ou pas. Tu portes quoi comme parfum ? Alors je porte un parfum de chez Dior qu'on trouve pas partout, parce que c'est vrai que j'aime bien avoir ma propre odeur, et en fait je trouve que c'est hyper important parce que le parfum ça fait partie de soi et de sa personnalité. Ouais. Oui, c'est une forme d'identité olfactive en fait. Exactement. Moi, j'aime bien rentrer dans une pièce et que les gens sachent qu'en fait, c'est moi qui suis rentrée. Alors, c'est pas un parfum qui est entêtant, mais je sais que c'est un parfum que maintenant les gens arrivent à associer à moi. Donc ça, j'aime bien. Et c'est vrai que je trouve que c'est sécurisant aussi d'avoir une odeur dans laquelle on se sente bien et qui nous représente. Et ça a toujours été un secteur qui m'a fait rêver. J'adorais les pubs de parfums à la télé, dans les magazines, les miniatures. C'était un petit peu une obsession aussi en termes de cadeaux à Noël pour les anniversaires. J'ai encore ma miniature de parfum, je dois avoir 200 miniatures dans mon garage. Donc voilà, j'ai toujours voulu travailler dans ce secteur-là.
Et donc j'ai un petit peu tout fait pour, c'est-à-dire que je me suis formée pour faire du marketing et de la communication. Je n'ai postulé qu'à des boîtes de parfums. Et donc j'ai commencé ma carrière en 2007 dans les parfums et cosmétiques. Voilà. Et puis j'ai évolué dans ce secteur-là pendant presque 15 ans. En France, à l'étranger, puisque j'avais un peu j'étais piquée par l'expatriation ou l'international. Donc dès que j'ai eu l'occasion de ressauter dans un avion et de partir vivre à l'étranger, je l'ai fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir ensuite aller travailler en Australie, à Sydney, pendant 3 ans, avec un super contexte aussi, parce que je m'occupais des îles Pacifiques. Donc dans ma région, j'avais Tahiti, la Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, dur. Donc c'était vraiment super. C'était vraiment, j'ai adoré ce moment-là. Je suis rentrée en France ensuite pour des raisons personnelles, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui devait rentrer en France. J'ai changé de boîte à ce moment-là, mais toujours dans les parfums. Et là, à ce moment-là, t'as quel âge ? Enfin, on est en quelle année ? T'as quel âge ? Je suis rentrée en France en 2012. En 2012, j'ai refait 2012-2015 en France, et ensuite on m'a proposé une expatriation en Espagne. Que j'ai accepté. Et donc je suis repartie à nouveau vivre à l'étranger entre 2015 et 2019 à Madrid. Et puis voilà, ça a été une super période. Sauf que à partir de 2017, j'ai commencé quand même à me poser pas mal de questions sur mon boulot. Pourquoi ? Pour plein de raisons différentes, mais je pense que j'étais arrivée au bout d'un cycle aussi. Ça faisait assez longtemps que j'étais à l'international finalement, entre ma vie d'enfant et ma vie d'adulte, et que j'ai ressenti un besoin de pouvoir poser les valises quelque part et m'ancrer, parce que j'avais remarqué que la question la plus difficile qu'on pouvait me poser, à laquelle j'avais jamais de réponse, c'était « tu viens d'où ?» Et j'avais besoin de répondre, parce que soit je donnais une réponse assez rapide, c'est-à-dire je suis française et je suis née à Paris, soit je répondais beaucoup plus longuement, et du coup j'avais un peu l'impression de monopoliser la parole aussi, en expliquant un peu, voilà, moi j'ai vécu dans plusieurs pays, à l'international, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Donc ça a toujours été extrêmement difficile pour moi d'y répondre. Et j'ai ressenti le besoin à un moment donné de pouvoir faire racine quelque part. Et donc déjà, ça a été la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que comme j'avais toujours travaillé dans les parfums, je me suis posé la question à un moment donné si j'étais capable de faire autre chose. Parce que ça faisait longtemps que j'étais dans le même secteur, dans le même milieu, avec plus ou moins le même boulot, même si j'évoluais au sein de l'entreprise. Mais j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je suis capable de faire autre chose ? Est-ce que je sais faire autre chose ? Si je devais me diriger ailleurs, je ferais quoi ? Et j'avais pas forcément la réponse. Donc j'ai ressenti le besoin de faire un point et de me poser des questions sur qui j'étais, de quoi j'avais envie. Il y a aussi ce sentiment de m'être, à un moment donné, laissé porter par les événements et de plus vraiment maîtriser où j'allais, ce que j'allais faire, parce que c'est assez facile en fait de se laisser porter par le tourbillon des promotions qui arrivent, où on se sent un peu flatté dans son ego, parce que voilà, on pense à nous, on nous propose une nouvelle mission, on accepte, c'est super, mais finalement, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait ? À un moment donné, je me suis posé cette question-là aussi. Oui, ou par les promotions, ou par le quotidien, tout simplement. C'est vrai que quand tu as des envies de changement, si tu leur laisses pas un peu de place, c'est des envies qui peuvent se rendormir pour mieux revenir plus tard, mais ça, le quotidien, effectivement, fait en sorte que... Et alors, tu fais un bilan de compétences ? Je fais un bilan de compétences en 2017. Je le fais à distance, puisque moi, je suis à Madrid, et que même si je parle espagnol, je me dis à ce moment-là, pour exprimer réellement ce que j'ai sur le cœur, je pense que je le fais mieux dans ma langue maternelle, pour exprimer des émotions, pour exprimer tout un tas de choses. Donc, je décide de le faire à distance. Et au cours de ce bilan, il y a un certain nombre de choses qui émergent. J'en suis pas surprise, mais disons que ça me rassure d'être encadrée à ce moment-là pour commencer à tirer le fil de ce que j'ai dans la tête. Et donc il y a plusieurs choses qui émergent. La première, c'est que j'ai envie d'avoir un projet qui m'appartient. J'ai envie de tenter l'aventure entrepreneuriale. En plus, à ce moment-là, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit. Donc c'est vrai que j'ai aussi une facilité puisque je n'ai que moi à charge. Donc s'il y a un moment où je peux prendre un risque, c'est bien celui-là.
Et puis, je me rends compte aussi qu'il y a une partie de mon travail qui m'épanouit plus qu'une autre. Celle qui m'épanouit le plus, c'est celle de l'humain, c'est-à-dire la gestion des équipes, le fait de les faire grandir, de voir un petit peu comment elles peuvent évoluer au sein de l'entreprise. Et une autre partie qui m'épanouit pas du tout, qui est toute la partie Excel, budgétaire, derrière un ordinateur. Et donc du coup, voilà, il y a tout ça qui se mêle et qui au final aboutit à ma décision de quitter mon poste en 2019 et de revenir en France pour m'installer et monter ma boîte. Le 26 avril 2019, je fais ma dernière présentation budgétaire à Paris. Et puis voilà, ça s'arrête. Donc je retourne à Madrid faire les cartons, dire au revoir à tout le monde, passer mon permis, parce que j'avais pas mon permis de conduire. Sauf que j'ai décidé en 2019 de quitter Madrid pour aller m'installer en Dordogne. Donc je vais atterrir à Périgueux, où il n'y a évidemment pas le métro, où les transports en commun sont moins développés et où je me dis aussi que je vais avoir besoin d'un moyen de locomotion et d'être indépendante pour me bouger. Ouais. Mais ça fait beaucoup de changements en même temps. C'est-à-dire qu'en 2019, toi, tu fais partie de la team je déménage d'une grande ville à une petite ville, ouais, proche de la nature, et faire une reconversion qui n'a rien à voir avec ce que tu faisais jusque-là. C'est ça. Je fais tout d'un coup. Comment tu découvres? Alors, j'ai deux questions, parce que là, je suis passée de j'ai envie de me reconvertir à je déménage à Périgueux. Comment ça se dessine, ce nouveau métier vers lequel tu vas te reconvertir, et pourquoi Périgueux? Alors, pour répondre aux deux questions, comment ça se dessine? Déjà parce que pendant mon bilan de compétences, donc du coup, comme je te disais, je remarque qu'il y a vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est l'humain. C'est-à-dire travailler plutôt avec l'humain qu'avec les chiffres, avec les données, avec un ordinateur. Donc, je commence déjà à entrevoir le fait que j'aime accompagner les gens à trouver des réponses, à détricoter, à essayer de résoudre des casse-têtes et savoir quelle est sa prochaine étape professionnelle, c'est un sacré casse-tête. Donc du coup, quand je me fais accompagner, je trouve aussi ce métier génial, c'est-à-dire je découvre aussi ce métier qu'est l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Comme je n'y avais jamais vraiment réfléchi, je ne m'étais jamais vraiment interrogée sur la question, mais quand j'y suis confrontée, je me dis c'est quand même super comme métier. Donc je commence à creuser un peu dans ce sens-là pendant toute la période d'accompagnement parce que moi, comme je t'ai dit, mon bilan de compétences, je l'ai fait en 2017. Donc j'ai eu du temps en fait pour réfléchir, pour mûrir le sujet. Et donc quand je décide de quitter mon travail en 2019, ça y est, les idées sont claires. Tu sais que tu veux être coach professionnel. Je sais que je veux être coach professionnel. Mais il m'aura fallu 2 ans pour le verbaliser, oser le dire, me dire que je me sentais les capacités de le faire, potentiellement à la légitimité, qui allait venir aussi après au travers de formations. Mais en tout cas, je me sens le courage de le faire et de prendre cette décision. Donc ça, c'est la première chose. C'est que en 2019, quand je quitte mon travail, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. Et tu sais déjà que tu veux monter ta boîte. Et je sais déjà que je veux monter ma boîte. Ouais. C'est ça. Et Périgueux? Et Périgueux parce que dans ma tête, je veux monter ma boîte avec un format qui est atypique et qui va venir aider les gens, en même temps qu'ils vont réfléchir à la suite, à déconnecter de leur quotidien. Parce que moi, quand je me suis posé des questions, j'ai pas eu cette opportunité de couper. Et donc, en fait, j'ai dû jongler en permanence entre mon quotidien, ma routine, les voyages, les réunions, la fatigue quand tu rentres chez toi, et devoir faire de la place dans mon quotidien pour réfléchir à la suite. Donc jongler en permanence entre mon présent et mon futur. Et je me suis dit, mais c'est ultra compliqué en fait, de réussir à déconnecter, de mettre le cerveau en pause pour essayer de faire en sorte de réfléchir à la suite le plus objectivement possible. Ouais. Et donc je me suis dit, ça serait super, parce que de façon un petit peu égocentrique à ce moment-là, je me dis, moi j'aurais adoré pouvoir avoir un temps pour moi, déconnecter complètement et réfléchir à la suite calmement. Et je me suis dit, en fait je vais le faire, enfin, je vais essayer de créer le programme que moi j'aurais aimé trouver. Ouais. Et donc à ce moment-là se pose la question de,
tu le fais où? Où est-ce que tu t'installes? Dans quel endroit tu as envie de poser les valises? À la fois de vivre, à la fois pour y vivre, mais aussi pour accueillir justement cette envie-là de proposer une espèce de parenthèse, comme une retraite. Il y en a qui vont en retraite de yoga. C'est Toi, ça. tu proposes un format retraite au château. C'est ça, pendant une semaine. Retraite professionnelle, c'est-à-dire on coupe du quotidien, on se repose, on recharge les batteries, mais en même temps on réfléchit à soi. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était primordial. Et je trouvais aussi que c'était hyper important à ce moment-là de le faire en groupe, en collectif. Parce que c'est un moment qui peut être assez solitaire aussi, ce moment où on va réfléchir à soi. On peut se sentir isolé, on peut sentir qu'on n'a pas forcément les personnes en face à qui se confier, à qui expliquer son questionnement, ses doutes, ses peurs. Et le fait de se retrouver en collectif, ça permet aussi ce sas de décompression et ce sas de communication. Ouais. Oui, avec les temps off, il y a les temps de travail en groupe où toi tu pilotes, mais il y a aussi tous ces temps off d'échanges informels qui peuvent effectivement vraiment nourrir la réflexion, quoi. Exactement, parce que comme on passe une semaine ensemble, il y a les matinées on travaille sur les projets pro de chacun, les après-midi c'est beaucoup plus détente, on passe tous les repas ensemble, matin, midi et soir, donc forcément tous ces moments informels et toutes ces discussions, ça fait avancer aussi la réflexion des uns et des autres. Donc c'est très très riche. Et donc à ce moment-là, la question se pose de savoir où est-ce que je vais atterrir. Et comme je t'ai dit, moi je viens de nulle part en France, si ce n'est que je suis née à côté de Paris. Donc toute la France est disponible dans les faits. Je me dis pas j'ai de la famille à tel endroit ou à tel endroit. Et donc je scanne un peu la France avec une checklist quand même. C'est-à-dire que déjà, ça devait être un endroit où moi, je me sentais a priori bien, où je pense que je m'y sentirais bien. J'avais envie que ça soit un endroit plutôt ensoleillé. Oui, après Madrid et Tahiti, c'est sûr que... C'est ça. J'avais envie que ça soit un territoire qui inspire aussi le bien vivre, le bon vivre, la gastronomie, parce que moi, il y a quelque chose, c'est que je trouve que, en tout cas moi, dans mon histoire, une grosse partie des franches rigolades, des fous rires, des bons souvenirs, ça se fait autour d'une table. Un bon repas, une bouteille de vin, des bons amis, des gens cool, et on peut refaire le monde. Ouais. Donc j'avais envie que le territoire sur lequel j'allais m'installer inspire ça aussi. Évidemment, il y avait des considérations un petit peu plus pragmatiques, l'accessibilité à Paris, le coût de la vie. Et donc tout ça a fait que, assez facilement, la Dordogne s'est dessinée, est apparue comme assez évidente, avec en plus de ça le fait que j'y avais passé des vacances et que j'en gardais un super souvenir. Et donc voilà pourquoi Périgueux. Voilà pourquoi la Dordogne plutôt. Parce qu'ensuite, la Dordogne c'est quand même grand, donc il a fallu aussi que je décide où j'allais vraiment m'installer. Et comme j'arrivais de Madrid et que j'avais vécu que dans des grosses villes, je me voyais pas m'installer dans un petit village de 200 habitants tout de suite. Oui, c'est sûr que le delta était peut-être un peu grand c'était peut-être un changement un peu trop brutal. Puis tu avais déjà enclenché quand même pas mal de changements. Tu passais d'un poste de salarié à chef d'entreprise, un métier qui pour toi était complètement nouveau, une nouvelle région, enfin effectivement un nouveau pays presque. Mais c'est vrai que du coup il fallait quand même garder des zones de sécurité, j'ai envie de dire, enfin des endroits en tout cas où pas sortir totalement de ta zone de confort. Il fallait qu'il y ait des endroits un peu de connus aussi. J'avais besoin de retrouver quelques éléments familiers. Ouais. Et donc dans les éléments familiers, il y avait un peu de vie quand même, c'est-à-dire du monde, parce que j'aime voir du monde, j'aime aller faire mon marché, ou en tout cas aller faire mes courses et voir du monde. J'avais quand même besoin de être pas trop loin d'une grosse ville. Il se trouve que il y a le train qui fait que entre Périgueux et Bordeaux, il y a 1h15 de train. Donc si j'ai besoin d'un bain de foule, je sais que je peux faire l'aller-retour dans la journée. Mes parents habitent à Bordeaux, donc c'est vrai aussi que même si ça n'a pas été le critère prépondérant en termes de choix d'installation, mais bon le fait d'avoir de la famille à côté, et notamment mes parents, c'est quand même hyper important.
donc voilà, j'avais besoin de retrouver quand même quelques éléments plutôt familiers. Quelques éléments familiers, ouais. Pour faire en sorte de mettre quand même toutes les chances de mon côté pour que ce nouveau choix et cette nouvelle installation se passent bien. Toi qui, justement, a vécu cette expérience-là et puis de vivre concomitamment un déménagement et une reconversion, qu'est-ce qui fait, selon toi, que souvent ça va de pair? Je pense que c'est une façon aussi de se réinventer. C'est-à-dire qu'on a tout à reconstruire. Il y a une partie qui est difficile parce qu'évidemment on a tout à reconstruire, mais il y a une autre partie aussi où le champ est complètement libre. Les possibles sont complètement libres et surtout quand on décide de devenir une nouvelle personne professionnelle, on va dire, le fait de s'installer dans un endroit où en fait on nous a pas connus avant, c'est peut-être plus facile aussi de se présenter et de pas avoir forcément toujours à justifier et de se traîner entre guillemets, même si c'est pas vraiment le bon mot, mais le fait d'avoir peut-être moins de choses à expliquer, parce que les gens qu'on va rencontrer, on va leur expliquer notre projet, ce pourquoi on est venu, pourquoi on s'installe ici, c'est qui est notre nouveau nous. Et peut-être que c'est plus facile. Déménager, c'est aussi partir à sa rencontre, justement parce que ce terrain vierge permet l'émergence d'un nouveau moi, quelque part, qui est peut-être déjà là au fond, hein, peut-être qu'on le sait même pas encore, mais qui est déjà un peu là, ou peut-être qui a besoin de cet espace-là pour éclore, quoi. C'est un champ des possibles, en fait. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Parce que, tu vois, moi, je suis passée par là et je me souviens que souvent, quand je repense à cette période-là, je me disais, mais en fait, je ne savais pas par quel bout prendre. Tu vois, je me posais des questions sur mon job, mais vraiment, je ne savais pas du tout par quel bout commencer. Tu vois, par quel bout prendre cette question-là de je veux plus faire mon travail, ou je ne sais pas si je veux encore vraiment faire ce travail-là. Comment je fais pour interroger ça, tu vois, pour aller juste au-delà de cette question qui reste un peu, comme tu sais pas trop comment l'aborder, qui reste souvent sans réponse. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de faire le point sur sa vie pro d'une manière générale et plus particulièrement quand on déménage? Je pense que c'est difficile de faire un point sur sa vie pro parce qu'on a peut-être peur des réponses. Parce qu'on a l'impression qu'on va peut-être ouvrir la boîte de Pandore et qu'une fois qu'on va être devant les réponses, il va falloir prendre des décisions et que ça risque de mettre en branle un petit peu son équilibre et que c'est pas forcément très agréable d'en passer par là. C'est la peur de l'inconnu, tu dirais. La peur de l'inconnu, et puis la peur de faire bouger trop de choses. C'est-à-dire que le boulot, c'est pas quelque chose qu'on peut faire bouger sans faire bouger plein d'autres choses autour. Peut-être ses amitiés, peut-être sa vie de couple, peut-être soi-même, sûrement soi-même même. Donc se remettre en question plein de choses qui nous entourent. Et c'est pas agréable. C'est pas toujours agréable. Et donc en fait, comme on a peur de ça, comme moi j'ai eu peur aussi à un moment donné, la peur financière, de mais comment je vais vivre, de quoi je vais vivre, et ben on préfère parfois, et moi c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment, rester dans un espèce de confort inconfortable. Ouais. Qui t'empêchait, ouais, c'est ça, c'est la zone de confort inconfortable, ouais, c'est exactement ça. Où t'es pas bien, mais en même temps, tu sais que si tu ouvres la boîte de Pandore, ça va être un gros bordel. Et du coup, t'oses pas forcément l'ouvrir, cette boîte à questions. Parce qu'après, on peut plus forcément se mettre des œillères. Une fois qu'on a des choses devant soi et on se dit, bon ben voilà, enfin, pas évidemment, mais je vois bien qu'il y a des choses qu'il faut changer. Après, on en fait quoi de tout ça? On remet tout ça sous le tapis, on referme la boîte et on continue comme si de rien n'était. Donc tant qu'on n'a pas fait ce travail, on peut faire en sorte que, tant que c'est pas verbalisé, ça n'existe pas. Mais une fois que c'est verbalisé et que ça prend vie, il faut prendre des décisions. Et c'est là où ça devient plus difficile. Alors justement, puisqu'on parle des peurs, j'avais ouvert une boîte à questions en story il y a quelques jours, avant notre enregistrement.
Et j'ai reçu pas mal de questions d'auditrices et d'auditeurs. Alors, il y a Iliana, qui est cadre dans une compagnie d'assurance, qui se demandait comment garder un job intéressant quand on s'éloigne de Paris. Alors déjà, ça veut dire quoi intéressant? Ouais. C'est peut-être la première question. Qu'est-ce qu'on entend par intéressant? Intéressant intellectuellement, intéressant aux yeux de la société. Valorisant socialement, tu veux dire? Exactement. Donc déjà, il y a peut-être cette première question à se poser, qui est une question peut-être plus philosophique, mais je pense qu'elle est importante à se poser, parce que s'il est intéressant pour soi, parce que ça nous permet de vivre une vie plus épanouie ailleurs, je n'ai pas envie de dire n'importe quel boulot sera intéressant, mais à ce moment-là, le boulot viendra au service de son projet de vie. Donc ça, c'est la première chose. Après, peut-être aussi que... et je pense que j'ai eu aussi cette façon de réfléchir, de me dire à un moment donné, les seules choses intéressantes qui peuvent exister sont à Paris ou sont à Madrid. Et ailleurs, ça ne l'est pas. Or, je me suis rendu compte en arrivant en Dordogne, et je pense que la Dordogne, c'est un peu la même chose. Je pense que toi aussi, tu peux en témoigner. Il se passe plein de choses intéressantes ailleurs aussi qu'à Paris. Plein d'opportunités, et peut-être même plus d'opportunités, parce que comme il y a des choses qui n'existent pas, on peut aussi soi-même créer sa propre niche, son propre boulot, sa propre réalité, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Ouais. Donc ça, c'est vrai quand on est freelance notamment. Peut-être quand on est salarié, c'est un peu plus compliqué, non? Alors ça dépend, c'est-à-dire que évidemment, si le critère boulot est boulot intéressant, si on a fait ce travail de savoir ce qui était intéressant pour nous avant, est effectivement notre priorité, avant de choisir l'endroit où on va s'installer, il va falloir faire une petite étude de terrain pour savoir quelles sont les entreprises qui existent dans la région dans laquelle j'aurais potentiellement envie de m'installer, quelles sont les opportunités professionnelles, peut-être passer des entretiens, faire jouer son réseau, dire en fait qu'on a envie de bouger pour commencer à créer et à tisser potentiellement un maillage pour se créer ces opportunités. Donc ça, c'est si on décide de trouver un boulot sur place. Après, on voit qu'aujourd'hui, la société, elle évolue, qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont extrêmement ouvertes au télétravail. Donc on peut aussi décider d'engager une conversation avec son entreprise actuelle et de demander s'ils sont ouverts ou pas au télétravail à 100% ou à X pourcentage du temps, et de s'interroger ensuite si nous, on est OK avec ça aussi. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut, est-ce que c'est ce qu'on souhaite de travailler à distance de ses collègues et de son entreprise, ou de faire des allers-retours entre son lieu de travail et son lieu d'habitation. Mais c'est également une possibilité. Et donc je pense que ça remet aussi beaucoup la question sur la table de la réussite en fait. Ouais. Pourquoi tu fais ce lien-là, c'est-à-dire? Parce que j'imagine, mais je fais peut-être un peu trop d'extrapolation, mais j'imagine que derrière le mot intéressant, on peut aussi se dire intéressant, donc ce qu'on disait tout à l'heure sur intéressant aux yeux de la société, et donc un boulot qui va être la définition de la réussite. Mais ça veut dire quoi réussir? Est-ce que réussir, ça veut dire, si moi je te dis Valérie, écoute, là dans 5 minutes, il va y avoir quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui va arriver à côté de moi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Quelqu'un qui a réussi, déjà j'imagine un homme. Je suis sacrément conditionnée et par le centralisme parisien, j'imagine un homme citadin d'une 40aine d'années, et qui est qui est plutôt fortuné, plutôt entrepreneur. Tu vois les clichés? Ah, c'est horrible. Quel enfer. Sortez de ma tête. Alors que si je fais rentrer, je sais pas, Marilyn, qui a 50 ans, qui a toujours vécu en Dordogne, qui est fonctionnaire et qui s'entend très bien avec ses collègues, qui a une vie apaisée, qui cultive ses légumes, qui s'entend bien avec ses enfants, qui n'a pas de problème de santé, est-ce que c'est pas ça réussir aussi? Une autre définition de la réussite, il peut y en avoir plein. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que c'est vrai qu'il y avait un mot notamment, c'était Anne-Sophie Nardi, la créatrice de la marque On the Wild Side, la marque de cosmétiques On the Wild Side, qui m'avait rapporté ça. C'est des amis qui lui avaient parlé de déclassement quand elle avait parlé de son déménagement à Bordeaux.
j'avais été tellement choquée par ce terme. C'est la première fois que je l'entendais. Tu vois, j'avais jamais mis de mots. Moi, j'ai connu cette peur aussi parce que j'ai grandi en province. Quand je me suis dit j'ai envie de quitter Paris parce que ça ne me rend plus heureuse d'être là-bas, et j'ai touché du doigt cette peur de plus être là où ça se passe. Tu vois, qui est vraiment liée à cette culture de la centralisation. J'avais pas envisagé à ce moment-là, justement, que ça redéfinirait aussi ma notion de la réussite. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe quand même quand on quitte les grandes villes. Parce qu'on se rend compte de tout ce qui existe ailleurs. Oui, et puis alors c'est un travail du quotidien. Hein. Moi, quand je suis arrivée ici aussi, j'avais fait ce travail avant, mais il fallait que je sois OK avec le fait de ne plus associer mon identité à mon travail. Ouais. C'est-à-dire que j'avais beaucoup construit mon identité au travers de mon travail. Bonjour, je m'appelle Nadège et je travaille chez Hermès, voilà ma carte. Et j'aimais bien avoir ma carte de visite avec mon titre sur ma carte de visite. Je trouvais que ça me donnait une identité. Mais du coup, j'étais incapable de parler de moi, presque incapable de parler de moi à l'extérieur de mon travail, en dehors de ce que je faisais professionnellement. Et je pense que ça a beaucoup changé depuis que je suis installée ici, parce que je construis plein de choses autour. Il y a mon travail, mais il y a plein de choses. Et en fait, j'ai l'impression d'être devenue quelqu'un pour moi, et que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus alignée avec moi-même aujourd'hui que ce que je pouvais l'être avant. T'as l'impression, enfin, dans ce que tu dis, moi j'ai entendu que tu t'étais rencontrée en fait. Oui. Oui, parce que en plus de ça, comme tu montes ta boîte, t'es à un moment donné seul maître à bord. Donc tes décisions, c'est toi qui les prends. Donc t'exprimes beaucoup plus ta personnalité. T'amènes ton entreprise où t'as envie de l'amener. Tu vas rencontrer les gens que t'as envie de rencontrer. Tu fais des choix qui sont alignés avec qui tu es et tes valeurs. Ouais, ce qui est pas forcément le cas, enfin ce qui n'était pas forcément le cas. Même si je travaillais dans une superbe boîte, une super maison, et j'ai jamais eu de conflit de valeurs avec l'entreprise dans laquelle j'étais, mais c'était pas mes décisions, c'est des décisions qui m'étaient imposées. Donc je me posais pas tellement la question de savoir est-ce que j'aurais fait ci, est-ce que j'aurais fait ça. J'étais plus dans l'exécution et dans l'application. Et le fait de créer ta boîte et de la créer un peu à ton image, bah forcément tu dois te demander qui tu es pour créer une boîte à ton image. Ouais, c'est toute cette phase d'introspection qui est un peu la première étape du bilan pro, en fait. Bah complètement. Tu peux pas décider de où tu vas aller si tu sais pas d'abord, enfin c'est un peu bateau, mais tu peux pas décider d'où tu vas aller si tu sais pas d'abord qui tu es. Et ce à quoi tu aspires, et comment tu fonctionnes, et quels sont tes grands piliers, et quelles sont tes forces motrices, et quelle est ta boussole, et qu'est-ce que tu as dans les tripes en fait. Alors, il y a Charlotte qui est assistante de direction, qui m'a envoyé une question où elle se demande « Est-ce que je suis capable de me reconvertir ?» Donc, je ne sais pas dans quoi tu veux te reconvertir, Charlotte, mais on sent dans ta question... Moi, ça m'a beaucoup touchée, cette question, parce que c'est en lien avec la confiance en soi et... Est-ce que je suis capable de me reconvertir ? Charlotte, écoute, moi je pense qu'il y a deux éléments là-dedans. La première, c'est effectivement, c'est ce que tu dis Valérie, il y a une partie de travail de confiance en soi, c'est-à-dire est-ce que je suis capable dans ma personnalité, est-ce que la reconversion me correspond ? Et donc ça passe aussi par ce fameux travail d'introspection, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans mon escarcelle de compétences dures, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai dans mon escarcelle de compétences humaines, c'est-à-dire qui je suis, comment je fonctionne, est-ce que j'ai plutôt un esprit entrepreneur, est-ce que j'ai plutôt un esprit collaboratif, est-ce que j'ai envie d'appartenir à une entreprise, etc., etc. Donc il y a plein de choses à se poser comme question, et ça c'est tout l'objet en fait de l'introspection, quelle que soit la façon dont on le fait. C'est-à-dire on peut le faire en solo, on peut le faire accompagné, mais je pense qu'il y a des vraies questions à se poser autour de ça. Et ensuite, le deuxième volet,
c'est de se mettre à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais si on est réellement capable de le faire si on n'essaye pas. Et avant d'essayer grandeur nature, c'est-à-dire avant de se dire « ok, j'envoie tout balader et je recommence », on peut tester, on peut tenter et on peut faire des petits tests. J'imagine, je ne sais pas, est-ce que je me sens capable de me reconvertir pour devenir auteur ? J'ai envie d'écrire un livre et je me dis, voilà, moi j'ai envie de me reconvertir et d'écrire un livre. Avant de se dire, mon objectif c'est d'écrire un roman et de devenir le prochain prix Pulitzer, est-ce que je ne peux pas commencer par lancer un blog ? Est-ce que je ne peux pas commencer par prendre la parole sur LinkedIn ? Est-ce que je ne peux pas commencer par écrire juste pour moi des petites nouvelles et les faire lire autour de moi ? Un premier petit pas, une première petite étape qui va me montrer si je suis capable d'avoir cette constance, qui va peut-être montrer les lacunes que j'ai aussi, mais on en a tous. Et y a pas et du coup, pour ça, tu peux te former. Donc exactement. Ça permet simplement d'identifier... Là où on a besoin de venir compléter un petit peu ou muscler ses compétences pour muscler, en plus de ça, sa confiance en soi et sa légitimité pour y aller. De la même façon, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui peut-être m'ont dit peut-être que j'aimerais bien être fleuriste, mais est-ce que je suis capable d'être fleuriste ? Alors, peut-être ou peut-être pas, mais tu sauras jamais aussi bien si tu veux et si tu peux être fleuriste que si tu demandes à passer peut-être 1 ou 2 journées en contexte. Mais en contexte, ça ne veut pas dire 3 heures et vendre 3 bouquets. Ça veut dire je suis à 5 heures du matin au déchargement du camion pour sortir les fleurs du camion et je suis là jusqu'à la fermeture et je me pique avec des épines de rose et je fais face peut-être à un client ou 2 insatisfait ou qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. J'essaye de vivre au plus proche du terrain la réalité pour sortir de ma tête et me confronter à la réalité. Et donc, je pense que ces 2 éléments-là, c'est-à-dire une phase d'introspection, est-ce que je suis capable, moi, dans ma confiance en moi, mes compétences, et le terrain, permet d'apporter des réponses. Après, on ne sera jamais 100% sûr. Et ça, il faut oublier le fait d'être dans la certitude parce que voilà, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal. Et à un moment donné, il faut sauter dans le grand bain aussi pour y aller. Ouais, mais en même temps, comme tu dis, en faisant un peu ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois aller chercher des infos avec des témoignages, des ressources, aller aussi à la rencontre de personnes qui évoluent dans ce métier-là pour les interviewer, et puis peut-être aussi tester à travers des petites actions cette envie, tu vois, ça permet déjà ces 3 éléments-là d'avoir bien... C'est un début en tout cas, c'est un bon début. C'est un début et je pense qu'en fait la notion de capacité est très liée aussi à la notion d'objectif. C'est-à-dire souvent on se met un énorme objectif très très haut et la montagne nous semble extrêmement compliquée à gravir parce que en fait on ne voit que l'objectif final et en découpant en plus petits objectifs et en se mettant des mini pas, on muscle sa confiance en soi parce qu'on dit ça je suis capable et puis ça je suis capable et puis ça aussi je suis capable et donc au fur et à mesure on se dit si quand on regarde derrière on a déjà été capable de faire plein de choses alors il n'y a pas de raison qu'on soit pas capable de faire le reste. Et on parlait de Charlotte qui était assistante de direction, mais peut-être que Charlotte elle a envie de continuer à bosser dans un bureau, ou peut-être qu'elle a envie de continuer à bosser dans la même boîte, ou peut-être qu'elle a envie de devenir fleuriste comme tu disais. Ma question, c'est est-ce que avoir besoin de faire le point, c'est au final forcément se reconvertir ? Non. Faire le point, c'est faire un petit check avec soi-même. C'est-à-dire qui je suis, de quoi j'ai envie, et est-ce que j'en ai envie tout de suite ? Est-ce que j'en ai envie pour les bonnes raisons aussi ? Mais non, faire... Et en même temps, tu me dis non, et en même temps, j'ai lu sur ton site de Blumentia qu'il y avait 89% des participants au programme qui se reconvertissaient dans l'année. Oui, parce que je pense, quand je parle avec beaucoup de personnes, que la définition de la reconversion est peut-être un petit peu trop radicale.
dans la tête, dans l'acceptation générale, c'est-à-dire qu'on dans l'imaginaire. Voilà, dans l'imaginaire, on se dit reconversion égale changement radical, parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup dans la presse. Il était trader à la Défense et aujourd'hui, regardez, il est en train d'ouvrir sa fromagerie dans le Larzac, pour pas prendre le cliché absolument cliché. Ou comme François-Xavier de Maison, que j'ai interviewé dans le podcast, qui était trader à New York et qui est devenu une star de la comédie française. Exactement. Mais statistiquement parlant, ce sont des épiphénomènes. C'est-à-dire que ce sont ceux dont on entend beaucoup parler. Pourquoi ? Parce que ce sont des cas extraordinaires. Mais vraiment dans le sens même de la définition d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas souvent. Ça n'arrive pas souvent, exactement. Et donc, la reconversion, ça peut prendre plusieurs aspects. Et plusieurs degrés de reconversion. Ça peut être une reconversion avec un simple changement d'état d'esprit, ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire quel est mon rapport au travail et quel est mon rapport à tout le reste, à la vie en général. Et donc, c'est 89% de personnes qui se reconvertissent après le programme Blumentia, c'est de l'autodéclaratif, c'est-à-dire que moi je pose la question aux personnes à la fin du programme, après 6 mois puis après 12 mois, est-ce que vous considérez avoir fait une reconversion? Et donc, c'est eux qui disent oui. Et ensuite, la question qui vient après, c'est qu'est-ce que vous avez fait? Et donc là, ça peut prendre plusieurs formules. Ça peut prendre, j'ai changé d'état d'esprit, j'ai changé mon rapport au travail. Je suis encore dans mon entreprise, mais j'envisage le travail différemment. Je suis redevenue acteur ou actrice en fait de mes décisions. J'ai plus l'impression de subir mon quotidien. C'est déjà une première partie de reconversion. Parce que ça veut dire que peut-être que je me suis dégagée du temps, je prends plus soin de moi, je fais des activités à côté. Ouais, c'est bien parce que tu t'anticipes un peu la question de Magali qui elle est médecin à l'hôpital public et qui demande quelles reconversions sont possibles. Mais effectivement, quand tu lui réponds que on n'est pas obligé de changer radicalement et qu'il y a plusieurs types de reconversions, j'espère que ça répond à ta question, Magali. Alors Magali, il y a autant de reconversions que de personnes sur cette planète. C'est-à-dire que chacun place derrière le mot reconversion ce qui lui convient. Ouais. On peut décider de changer de boulot, changer de boîte, mais garder plus ou moins le même style de travail. Je travaillais en marketing dans une boîte, je travaillais en marketing dans une autre boîte, mais j'ai décidé de choisir une boîte qui me convient mieux pour plein d'aspects différents, parce qu'elle est plus proche de chez moi, parce qu'elle est en région et que j'ai envie de déménager, parce qu'elle est plus petite et que je préfère évoluer dans des plus petites structures, parce que les valeurs me correspondent mieux. Ça, c'est une reconversion. Je décide de faire une mobilité en interne. Je reste dans ma même boîte, je reste dans une structure qui m'est connue, mais par contre, je vais aller faire un autre métier. C'est une reconversion. Je décide de me former et de partir dans un tout autre domaine pour peut-être retrouver un autre boulot de salarié dans un autre secteur. C'est une reconversion. Et évidemment, je décide de monter ma boîte, peut-être dans un autre secteur complètement aussi, qui est un peu mon cas. C'est-à-dire, moi, je travaille dans les parfums et cosmétiques. Aujourd'hui, je suis à la tête de mon entreprise et je fais de l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Là, on est sur des profils de reconversion plutôt radicales. Mais quand même, tu continues à utiliser tes compétences, tes anciennes compétences, tu continues à les utiliser dans ton nouveau métier. Alors, je continue non seulement à les utiliser dans mon nouveau métier, mais aussi dans des activités connexes, parce que Blumentia, c'est 90% de mon temps, mais je fais aussi d'autres choses à côté. Donc déjà, comment je les réutilise dans Blumentia? Parce que je pense qu'on ne repart pas de zéro, c'est-à-dire qu'on garde pour soi tout ce qu'on a pu apprendre. Peut-être on aime parler en public, peut-être qu'on est plutôt doué pour synthétiser les choses. Peut-être qu'on a un œil particulièrement pour l'esthétisme qu'on a pu développer au cours de son ancien boulot. Peut-être que, évidemment, tous les réseaux qu'on s'est créés aussi dans son ancienne vie, entre guillemets, même si on n'a qu'une seule vie, mais on les réutilise, ça nous sert dans notre vie d'après. Donc ça, c'est la première chose. Et puis moi, comment je réutilise aussi ce que je faisais avant, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'enseigne à côté de Blumentia. Je le faisais déjà quand j'étais en poste et j'ai voulu continuer parce que j'aime ça. Et aujourd'hui, moi, j'enseigne un certain nombre de matières, mais parmi les matières que j'enseigne aussi les stratégies marketing dans l'industrie du luxe et notamment dans l'industrie du parfum. Donc je capitalise aussi sur tout ce que j'ai pu apprendre. Ça me permet d'avoir une activité à côté qui m'épanouit. Ça me permet d'avoir une activité à côté qui me stabilise financièrement. Et ça, c'est hyper important. Donc j'ai construit ma propre histoire de reconversion avec un certain nombre de critères qui, moi, me conviennent.
Ouais. Oui, parce que ça faisait partie aussi de tes peurs, la peur financière. Quand tu es passé de salarié à entrepreneur, forcément, c'est quand même un saut dans le vide, puisque tu sais pas si ton projet... T'as mis toutes les chances de ton côté pour que ton projet fonctionne, mais quand tu es avant le lancement, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Et donc, toi, tu as eu besoin de garder de mettre en place cette stratégie-là, cette activité-là, pour te rassurer au départ. Ah ouais, complètement. Moi, c'était une de mes peurs principales, c'était et si tout fonctionne pas, enfin, si tout foire, je vais finir sans maison, sans domicile, sans toit. Et pour moi, c'était une énorme angoisse. Mais donc, t'en as tenu compte. Donc, j'en ai tenu compte. Je me suis pas dit, allez, on s'en fout, j'essaye quand même, et puis advienne que pourra. Je me suis dit, non, je remarque que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc, je vais y attacher beaucoup plus d'attention et je vais essayer de réfléchir en me disant, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place un petit élément de sécurité qui me permette de garantir, moi, mon minimum, c'était payer mon loyer, payer mes factures et avoir à manger sur la table. Voilà. Et je me suis dit, voilà, j'ai mis un petit peu d'argent de côté entre 2017 et 2019 où j'ai quitté mon travail, pour me dire ça sera mes économies pour partir en vacances de temps en temps, me faire des petits loisirs, aller au cinoche, aller au resto, parce que j'avais pas envie... Et avoir la petite réserve au cas où, quoi. Ben oui, parce que moi, j'avais pas envie non plus de vivre en ermite pendant tout le temps où j'allais créer mon entreprise. J'avais besoin d'avoir un certain, je veux pas dire confort, mais une petite latitude, de me dire voilà, j'ai des petites libertés, des petits plaisirs, parce que la vie, c'est aussi du plaisir. Et c'est pas que des sacrifices et c'est pas que de la souffrance. Ouais. Donc pour moi, c'était hyper important. Mais je savais que je n'arriverais pas à mettre un pied devant l'autre si j'avais pas d'abord sécurisé cette partie-là. Et finalement, aujourd'hui, Blumentia, ça marche très bien, mais tu le gardes parce que t'aimes ça. Et je le garde parce que j'aime ça et j'ai même diversifié parce que là, j'enseigne dans plusieurs écoles, sur plusieurs matières, à plusieurs niveaux aussi. Je trouve que c'est un bon moyen de garder une prise aussi sur... la génération d'après. Moi, j'enseigne à des élèves qui ont 18 ans, donc qui ont 20 ans, enfin, on a 20 ans d'écart. Et c'est intéressant de voir comment ils réfléchissent, comment ils voient la vie, comment ils voient le travail, la société, l'évolution, quels sont les médias qu'ils consultent, etc. Donc voilà, moi, ça me permet aussi d'avoir un œil un peu sur cette nouvelle génération et de comprendre comment la société évolue. Et alors, j'ai eu une question hyper importante de Myriam qui demande « C'est à quelle heure l'apéro ?» C'est à 19h30 chez Blumentia. Parce que pendant la semaine en immersion, moi j'ai dit j'aime bien manger, j'aime bien les bons repas, j'aime bien la convivialité. Donc il y a forcément les moments d'apéro. Et ça c'est à 19h30. Devant la cheminée quand il fait pas beau ou dans le jardin quand il fait beau. Dans le parc du château. C'est ça exactement. Et alors moi je dis ciao Paris, Nadège, toi tu dis quoi? Alors moi je dis déjà bonjour la Dordogne. Et puis je dis aussi, de façon peut-être un petit peu plus philosophique, ciao Paris pour un jour ou pour toujours. Parce que souvent on imagine que prendre une décision et de quitter Paris c'est peut-être permanent. Mais rien n'est immuable. Donc on peut décider aussi de faire une étape. On a peut-être besoin d'aller souffler quelques temps, semaines, mois, années à l'extérieur de Paris et de se dire que si jamais on a envie d'y retourner, on a aussi le droit de le faire. Ouais, c'est vrai que je trouve ça très joli ce que tu dis parce que souvent je lis dans les journaux ou des témoignages ou des articles qui parlent de l'échec de gens qui sont partis, qui finalement sont revenus s'installer à Paris. Je trouve ça bête. Pardon, mais en quoi le fait d'avoir essayé quelque chose de nouveau, tu vois, je vois pas en quoi le fait d'avoir essayé quelque chose de nouveau, d'avoir pris des risques, essayé un nouveau mode de vie, une nouvelle ville, peut-être un nouveau boulot ou pas, il n'y a pas de retour en arrière vraiment, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est juste un chemin en fait. C'est qu'à un moment, cette ville-là ou cette vie-là ne te convenait plus, t'as fait autre chose, et puis peut-être que et t'as été ailleurs, et peut-être que tout à coup, le fait d'être loin de Paris, tu t'es rendu compte que en réalité,
elle te manquait et donc tu y reviens. Et c'est pas un échec pour moi du tout. Au contraire, c'est être capable de s'écouter et d'avancer à son propre rythme avec ses envies, tu vois. Moi, je crois que l'échec, c'est plutôt passer à côté de ses envies et d'avoir des regrets. C'est plutôt ça, l'échec. Après, avoir osé, tenter, se donner une chance de vivre des expériences différentes, eh bien, ça marche. Et même si ça marche pas, on aura quand même appris des choses. Et puis, alors évidemment, il ne faut pas se mettre en danger non plus dans ces tentatives. Mais on peut décider parfaitement de revenir à Paris ou d'aller même ailleurs, parce que là où on a décidé de s'installer, ça ne nous convient pas. Et de toute façon, la vie, c'est une ligne toujours en avant, hein. Le temps ne recule pas, donc il n'y a jamais de retour en arrière. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Je vous ai parlé d'une surprise au début de l'épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors la voici, la voilà. Avec Nadège, on a décidé aussi, en plus de cet épisode, d'enregistrer 3 podcasts façon coaching audio avec des exercices guidés pour vous aider justement à faire le point sur votre vie pro. L'introspection, l'exploration et le passage à l'action. Et donc avec ces 3 exercices, il y a aussi un cahier de vacances avec plein d'autres exercices en bonus pour commencer déjà un petit peu à réfléchir sur ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de faire, où vous avez envie de le faire, dans quelle ville. Je vous dis à très vite pour un nouveau départ.